Bonjour à tous et merci de me retrouver sur cette vidéo sur laquelle on va corriger ensemble un examen qui s'articule autour des acides aminés et peptides. Alors, commençons par le premier exercice. Première question, combien d'acides aminés naturels différents peut-on retrouver dans les protéines humaines? Alors, il existe 21 acides aminés qui sont différents et qui sont présents dans les protéines humaines. On a 20 qui proviennent de la traduction universelle du code génétique et ils sont largement répandus chez les différents organismes vivants. Ces 20 sont bien l'alanine, la cystéine, l'acide aspartique, l'acide glutamique, la phénylalanine, la glycine, l'histidine, l'isoleucine, la lysine, la leucine, la méthionine, l'aspargine, la proline, la glutamine, l'arginine, la sérine, la thréonine, la valine, la tryptophane et la tyrosine. Et donc, en plus de ces 20 acides aminés qui proviennent de la traduction universelle du code génétique, on a également la sélénocystéine qui a été découverte plus tardivement car elle est issue d'un mode de transcription différent. Alors, pour la deuxième question, parmi les acides aminés dans lesquels R est un groupement alkyle, quelle technique spectroscopique de choix permet de distinguer la proline? Justifié. Alors, il faut savoir que les acides aminés, ce sont des acides carboxyliques porteurs d'un groupement amino en position C2. Donc, ils vont avoir la formule générale de RCH, NH2, CO2H. Dans le cas de la proline, elle a une structure cyclique. Donc, elle va être le seul acide aminé qui a un azote secondaire. Et donc, son spectre infrarouge ne possédera qu'une seule bande d'élongation NH qui va sortir entre 3100 et 3500 cm-1. Donc, ce qui va le distinguer des autres acides aminés qui posséderont deux bandes d'élongation symétriques et antisymétriques des deux liaisons NH. Pour la troisième question, que signifie la configuration L pour les acides aminés? Alors, une configuration L pour un acide aminé signifie que dans une représentation de Fischer, le groupement NH2 se situe à gauche. Ensuite, dessinez la L-alanine en projection de Fischer. Alors, on a dit que dans une configuration L, le NH2 doit être à gauche, donc voilà. On va avoir le CO2H en haut, l'hydrogène à droite et le CH3 en bas. Voilà donc la L-alanine. Ensuite, donnez la configuration absolue du centre stérogène de la L-alanine. Alors, pour pouvoir déterminer la configuration absolue du centre stérogène, il faut dessiner la molécule en représentation de crâne. Pour cela, on va placer notre œil par ici et donc on va avoir le CO2H et le CH3 qui vont être dans le plan. Le NH2 va être en avant par rapport au plan et l'hydrogène en arrière. Pour déterminer la configuration absolue du centre stérogène ou du carbone asymétrique, il faut d'abord classer les substituants du carbone asymétrique par ordre de priorité selon les règles d'Inglot et Prelog. Ces règles, vous pouvez les trouver en cliquant sur le lien ci-dessus. Donc, ce lien va vous conduire vers ma vidéo où j'avais expliqué comment déterminer la configuration absolue du carbone asymétrique, R ou S. Donc, dans ce cas-là, on va avoir le NH2 en premier, le CO2H en deuxième et le CH3 en troisième. Et donc, on va avoir la configuration S. Ensuite, pour la quatrième question, donnez un ordre de grandeur de pKa de l'alaline en fonction du pH du milieu. Alors, les valeurs de pKa de l'alaline vont être les suivantes. Donc, on va avoir le couple acide, CH3COH, NH3+, CH3CO2-. Donc, ce couple acide va avoir un pKa vers 2,5 et on va avoir le couple basique
NH2, CH3, CO2-, qui va avoir un pKa vers 10. Voilà. Alors ensuite, pour la cinquième question, définir le point isoélectrique ou isoionique d'un acide aminé, exprimer sa valeur en fonction des pKa de la fonction acide et de la fonction amine dans le cas de la laline. Alors, le point isoélectrique d'un acide aminé correspond au pH auquel sa charge électrique nette est nulle. Pour la laline, sa valeur est égale à la demi-somme des pKa des deux couples. Donc, dans ce cas-là, le pH ionique de la laline va être égal à 2,5 plus 10 sur 2. Et donc, il va être vers 6. Alors ensuite, pour la sixième question, analysez le spectre RMN du proton de la laline dans le chloroforme de Terré. Alors, premièrement, on va dessiner la laline protonée. Donc, on a un CO2H et un CH3 dans le plan. On a un NH3 plus qui va être en avant par rapport au plan et on a l'hydrogène en arrière. Alors, si vous remarquez le spectre RMN, on a la présence d'un doublet qui sort vers 1,5 ppm. Ce doublet correspond aux 3 protons méthyle, donc cette fonction méthyle, qui va coupler avec le proton qui est porté par le carbone asymétrique juste à côté. Voilà. Ensuite, donc on a la présence d'un quadruplet qui sort vers 3,8 ppm. Ce quadruplet correspond à ce proton qui va coupler avec les 3 protons de la fonction méthyle. Et finalement, on a une bande large vers 5 ppm. Cette bande large correspond aux 3 protons de la fonction ammonium. Voilà donc l'interprétation du spectre RMN du proton de la laline. Et finalement, pour la dernière question, du fait de la présence d'un groupement acide carboxylique et d'une fonction amine, le proton porté par le carbone C2 d'un acide aminé a une certaine mobilité au milieu basique, ce qui favorise la racimisation. Écrire le mécanisme réactionnel de la racimisation de la L-alaline au milieu basique. Alors, premièrement, on va dessiner la L-alaline. On a un CO2H, un CH3, NH2 et un H en arrière du plan. Donc, au milieu basique, on va avoir une déprotonation de la L-alaline pour former le carbanion correspondant. Plus BH. Ensuite, ce carbanion va arracher le proton de la base pour former l'alaline, CO2H, CH3, avec une inversion de configuration. C'est ce qu'on appelle l'épimérisation. Voilà. Voilà, donc on a fini le premier exercice et on passe au deuxième. Il existe de nombreuses stratégies de synthèse permettant de préparer des acides aminés sous la forme de mélanges racémiques ou d'énantiomères isolés. Une de ces méthodes met en jeu la réaction de Helvolar-Zelinski, une réaction d'alpha-bromation d'acide carboxylique. Dans un premier temps, un bromure d'alcanoïl est formé. Celui-ci s'énolise rapidement dans le milieu acide. L'énol formé est ensuite bromé avant de subir une réaction d'échange avec une molécule d'acide carboxylique restante, via la formation d'un anhydride intermédiaire. Ainsi, le bromoacide souhaité est généré avec une autre molécule de bromure d'alcanoïl permettant le ramorçage du cycle de la réaction. La réaction de Helvolar-Zelinski, suivie d'une amination, peut de ce fait permettre de transformer les acides carboxyliques en acides aminés. Suivant ce principe, la synthèse d'un acide aminé est réalisée à partir de l'acide propanoïque. À une solution d'acide propanoïque fraîchement distillé et de dibrom à 1,1 équivalent, sous argan et sous agitation, et additionner lentement du tribromure de phosphore à 0,2 équivalent.
Le milieu réactionnel est chauffé à 70 degrés Celsius pendant 4 heures. Après distillation fractionnée sous vide, entre 125 et 140 degrés Celsius sur 18 à 20 mm de mercure du milieu réactionnel, le composé 1 est obtenu avec un rendement de 66%. Ce dernier est ensuite traité par 10 ml d'une solution d'ammoniac concentré à 35% pour conduire après agitation à température ambiante pendant 4 jours et traitement à l'acide aminé 2 sous la forme de cristaux blancs avec un rendement de 49%. Première question, donnez la structure du composé 1 et l'équation de réaction de la transformation de l'acide propanoïque en 1. Pour résoudre cette première question, on va prendre de l'acide propanoïque sur lequel on a ajouté du dibrome en présence du tribromure de phosphore. Donc, c'est la réaction D'El-Vollard-Zelinsky. Alors, même si vous ne connaissez pas la réaction d'El-Vollard-Zelinsky, les données de l'exercice vous ont dit que c'est une réaction d'alpha-bromation d'acide carboxylique. Et donc, le produit obtenu va être l'acide propanoïque bromé en position alpha. Voilà donc le composé 1 et on va former avec du HBr comme sous-produit. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc, en présence d'un excès de tribromure de phosphore, quel composé sera majoritairement formé? Alors, si on choisit de travailler avec un excès de tribromure de phosphore, ce dernier va agir sur le composé 1 et donc on va former le bromure d'alcanoïl suivant. Voilà donc le produit obtenu lorsqu'on choisit de travailler avec un excès de tribromure de phosphore. Alors ensuite, on va passer à la troisième question. Donnez la structure du composé 2 et le mécanisme réactionnel de la transformation de 1 en 2. Nommez le composé 2. Alors, si on regarde les données de l'exercice, donc on a le composé 1 qui a été obtenu avec un rendement de 66%. Ce dernier est ensuite traité par 10 ml d'une solution d'ammoniac concentré à 35% pour conduire après agitation à température ambiante pendant 4 jours et traitement à l'acide aminé 2. Alors, si on récapitule, donc on a le produit 1 qu'il s'agit du bromure de propanuile, donc qui a été traité par une solution d'ammoniac pour conduire à l'acide aminé souhaité. Voilà donc l'acide aminé obtenu. Donc il s'agit bien de l'alaline. Voilà donc le composé 2. Alors pour le mécanisme, on va avoir une substitution de type SN2, donc qui va être réalisée en une seule étape pour conduire à la formation de cet intermédiaire. Alors, OH, NH3+, plus Br-. Ce Br- va déprotoner ensuite la fonction d'ammonium, conduisant à la formation du composé 2, qui s'agit bien de l'alaline. Voilà donc le mécanisme de la réaction. Ensuite, pour la quatrième question, la séquence réactionnelle permettant la synthèse du composé 2 à partir de l'acide propanoïque est-elle stéréosélective? Justifiée. Alors, les données de l'exercice nous ont dit que ce type de synthèse permet de préparer des acides aminés sous la forme de mélange racimique. Donc, la synthèse de la L-alaline, la synthèse de l'alaline, n'est donc pas stéréosélective. Voilà. Ensuite, pour la cinquième question,
Proposer un schéma réactionnel de synthèse de la L-isoleucine, acide 2S, 3S, 2-amino, 3-méthylpentanoïque, à partir de l'acide S3-méthylpentanoïque en utilisant la réaction Delvolar-Zelinsky. Alors, on va prendre l'acide S3-méthylpentanoïque. D'accord, donc on a une fonction méthyle qui va être en arrière pour avoir la configuration S. S3-méthylpentanoïque. Alors, si vous voulez savoir comment déterminer la configuration ROS d'un carbone asymétrique, vous pouvez toujours aller voir ma vidéo sur ma chaîne YouTube où j'avais expliqué comment déterminer la configuration ROS d'un carbone asymétrique selon les règles d'Inglot et Prelog. Alors ici, on va ajouter du dibrome en présence du tribromure de phosphore. Et donc, comme on a déjà vu, on va obtenir une bromation position alpha. Donc, on va obtenir un mélange racimique. Et donc, on va avoir un brome qui va être en avant par rapport au plan. Et donc, le même produit avec un brome en arrière par rapport au plan. Voilà. Donc ensuite, on va ajouter de l'ammoniac et donc on va obtenir une substitution de brome. Donc, on va avoir un NH2 en avant par rapport au plan et le même produit avec un NH2 en arrière par rapport au plan. Voilà. Donc ces deux produits sont bien des diastéréoisomères. Alors les diastéréoisomères, ce sont des produits qui ont des propriétés différentes et donc il est possible de les séparer par chromatographie ou par cristallisation. Et donc ils vont subir une séparation par chromatographie ou par cristallisation. Cristallisation afin d'obtenir la L-isoleucine qui correspond à l'acide 2S, 3S, 2-amino, 3-méthylpentanoïque. Donc on va obtenir le produit avec le NH2 en avant qui correspond à la L-isoleucine. Voilà donc un schéma réactionnel de synthèse de la L-isoleucine en utilisant la réaction Delvolar-Zelinsky. Donc on va s'arrêter ici pour cette première partie du corrigé de l'examen qui s'articule autour des acides aminés et peptides et on va se revoir très bientôt dans une autre vidéo pour continuer la deuxième partie du corrigé de l'examen. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, que ce soit par mail ou en commentaire. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à la prochaine.